Figaro Live, bonjour, merci à vous de nous rejoindre. Une ligue du LOL, où quand Twitter ressemble davantage à un terrain de chasse pour une meute de journalistes, de communicants, des caïds autoproclamés du cool, le tout dans un climat où les idées nauséabondes sont loin d'avoir disparu. Je vous donne le chiffre que vous avez sans doute entendu, plus 69% d'actes antisémites en 2018. Est-ce que les réseaux sociaux sont de plus en plus un lieu où les invectives et les insultes sont protégées par un sentiment d'impunité et d'anonymat? Alors, est-ce qu'on peut également se poser la question, Internet est-il devenu trop confortable, trop protecteur pour les misogynes, les racistes, les homophobes, les antisémites, les grossophobes, bref, tout type de harceleurs? Et surtout, pour éviter ça, est-ce qu'il faut lever l'anonymat sur Internet? Écoutez, c'est la question qu'on va se poser ensemble aujourd'hui dans Les Décrypteurs. C'est une question à laquelle le président de la République, Emmanuel Macron, a déjà répondu par l'affirmative. Je vous propose de l'écouter, c'était le 12 novembre dernier. Et aujourd'hui, soyons lucides. Nous parlons davantage de l'Internet en parlant de ces menaces que nous ne voyons des révolutions démocratiques formidables se propager par celui-ci. Il y a 10 ans, il y a eu des révolutions démocratiques extraordinaires. Et les réseaux ont été cet hyperespace de la place Tahrir et de tant d'autres lieux de mobilisation de la liberté mondiale. Aujourd'hui, quand je regarde nos démocraties, Internet est beaucoup mieux utilisé par les extrêmes, par les discours de haine ou par la propagation des contenus terroristes que par beaucoup d'autres. C'est une réalité. Alors, pour répondre à cette question, je reçois d'abord Jean-Baptiste Delhomme. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur associé de IDS Partners, spécialisé dans la communication. Alors, avant de se demander frontalement s'il faut lever l'anonymat sur Internet, j'aimerais avoir votre sentiment, votre réaction à ce qu'on vient d'entendre de la part du président de la République. Est-ce que vraiment les discours de haine ont pignon sur rue? Est-ce qu'ils sont aussi présents et omniprésents sur Internet et sur les réseaux sociaux? En tout cas, c'est une forte impression qu'on a aujourd'hui lorsqu'on regarde aujourd'hui les réseaux sociaux. On voit effectivement la montée de groupes radicaux qui utilisent très bien ces outils pour faire progresser ce type de discours. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce propos, c'est que je le trouve très symptomatique de la vision qu'on a d'Internet et de l'évolution de ce regard. C'est-à-dire que lorsque les réseaux sociaux sont arrivés dans nos démocraties, on en avait à l'origine une vision très irénique, où on considérait que ces réseaux sociaux allaient permettre à des minorités d'exprimer leurs opinions. On a considéré que cela allait permettre de développer la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et aujourd'hui, quelques années après, on a cette vision très sombre où on se dit que les réseaux sociaux favorisent les discours de haine, favorisent les groupes radicaux. On se pose des questions sur l'avenir de nos démocraties par rapport à ça. Et le sujet de l'anonymat, il est central, parce qu'on explique les dérives d'Internet à partir de ce prisme. Alors pour simplifier, pour résumer, en fait, on a ces discours de haine sur Internet parce qu'on est personne, en tout cas on est insaisissable, on n'affirme pas son identité, c'est ce qu'on comprend. C'est ce qu'on comprend des propos du président de la République. Alors on peut avoir une autre manière de voir les choses. On peut se dire que si les réseaux sociaux aujourd'hui sont marqués par des discours de haine, on peut se dire qu'ils ont leur part de responsabilité, mais on peut se dire aussi qu'ils sont le miroir de la société française et le miroir des sociétés occidentales, où effectivement on voit de plus en plus de groupes radicaux et de groupes extrémistes et des discours de plus en plus violents. Il me semble, il y a un propos sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, où quand on dit que les réseaux sociaux ne profitent qu'à des groupes extrémistes, il faut rappeler que l'anonymat qui est permis par Internet, il a aussi permis, et il permet encore aujourd'hui, à beaucoup de voix qui étaient éloignées du débat public de s'exprimer. Je pense par exemple aux lanceurs d'alerte. Je pense à un certain nombre de personnes issues de minorités ou qui ont une part de voix ou une opinion qui est dissonante. Je pense également à des victimes qui peuvent s'exprimer grâce aux réseaux sociaux en profitant de cet anonymat. Mais, et c'est également le cas dans certains régimes autoritaires, cela permet quand même à des opposants politiques de pouvoir s'exprimer. Il y a un coût social lié à l'expression que l'anonymat permet d'éviter. Donc ce sont aussi toutes ces voix-là qui peuvent s'exprimer grâce aux réseaux sociaux. Peut-être que cela passe au second plan, mais pour moi, il me semble fondamental de le rappeler. Alors peut-être qu'on peut faire une mise au point un peu technique, en tout cas clarifier les choses. On parle d'anonymat, sachant que l'anonymat absolu n'existe pas sur Internet. On parle davantage de pseudonymat, il me semble.
C'est-à-dire que sur Internet et sur les différentes plateformes sociales, il existe plusieurs registres d'identité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur Facebook, on vous demande en général d'utiliser votre nom civil. Lorsque vous rentrez sur un certain nombre de plateformes, comme par exemple Twitter, on vous demande de mettre une adresse mail et un numéro de téléphone. Et de la même manière, lorsque vous contribuez sur un forum ou par exemple sur Wikipédia, vous êtes identifié par votre adresse IP. L'ensemble de ces informations peuvent être exploitées pour recouper votre identité. Donc, lorsque l'on parle d'anonymat, en général, on pense plutôt au pseudonymat, c'est-à-dire que le fait d'utiliser un pseudonyme plutôt que son véritable nom et ainsi d'être anonyme aux yeux des autres utilisateurs. Le pseudonymat, ce n'est pas propre aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que ça existe aussi ailleurs. Par exemple, en littérature, c'est très courant. Par exemple, Elena Ferrante, il y a très peu de personnes qui connaissent son identité réelle. Lorsqu'on parle d'anonymat, on pense plutôt à ce sujet-ci. Ce qui, il faut le rappeler, est aussi constitutif de la liberté d'expression, puisque c'est-à-dire que sur Internet comme ailleurs, chacun peut s'exprimer avec un pseudonyme pour des raisons diverses. Et cela lui permet aussi d'une certaine manière de s'exprimer, ce qu'il ne ferait pas forcément sous son véritable nom. Et alors pour revenir à ces discours de haine, ces discours de harcèlement qui sont diffusés sur des plateformes, donc qui par définition se veulent neutres, mais qui en même temps ont une certaine responsabilité dans la transmission, la propagation de ces discours et de ces insultes. Quelle est la responsabilité? Que font concrètement ces plateformes? On parle de Twitter, de Facebook. Que faire quand on signale un comportement jugé de haine, enfin tendancieux pour le moins? Est-ce qu'il y a une action véritable qui s'enclenche derrière? Parce que parfois, on a l'impression de le faire et que rien ne se passe. Il faut rappeler d'abord d'où viennent ces plateformes. Ces plateformes, on peut prendre l'exemple de Twitter qui est particulièrement emblématique parce qu'il est sur le devant de la scène sur cette question-ci. Twitter, c'est un réseau social qui a été créé en 2006 par des ingénieurs de la Silicon Valley et à la base, il portait une idéologie plutôt libertaire. L'idée était que chacun avait le droit de s'exprimer, chacun avait le droit de diffuser librement ses opinions et qu'il ne devait pas y avoir aucune barrière et aucune contrainte qui était liée à ça. Ça, c'est une idée qui a connu, qui a été relativisée par l'arrivée de certains groupes radicaux. Et on peut penser par exemple à l'État islamique qui, à un moment, essayait de faire sa propagande sur ce réseau social-là. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une prise de conscience de ces plateformes-là par rapport à leurs responsabilités. Aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées par ces plateformes. Celle d'améliorer les signalements individuels, c'est-à-dire lorsque vous êtes exposé à un contenu qui vous paraît litigieux, vous pouvez tout à fait signaler ce contenu à la plateforme pour qu'elle puisse le supprimer. De la même manière, avec la montée des affaires de harcèlement, on a de plus en plus des échanges qui s'effectuent entre la justice et les plateformes pour identifier les personnes à l'origine de ces contenus et pour pouvoir les sanctionner pénalement. Merci Jean-Baptiste Delhomme. On va en discuter tout à l'heure autour de la table plus en avant. Mais en tout cas, l'idée de cette levée de l'anonymat sur Internet a fait réagir. Elle a notamment fait réagir la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Je vous propose de l'écouter. Je ne suis pas favorable à ça parce que, je vais vous dire, ça remet en cause l'ensemble de notre construction juridique et ça remet en cause directement la liberté d'expression dans notre pays. Dans notre pays, que ce soit la liberté de manifestation ou la liberté d'expression, elle est totale. Et ce sont les tribunaux qui, a posteriori, sont là pour juger si cette liberté a été dévoyée, a été dépassée dans le cadre de la loi. Or, si l'on fait cela, encore une fois, ça veut dire qu'on opère une censure préalable. Olivier Itanou, bonjour. Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris. Vous êtes spécialiste des questions de droit sur Internet. Alors, on évoque les tribunaux, on évoque la loi de façon un peu rapide tout à l'heure, mais concrètement, aujourd'hui, la loi s'est emparée de cette question du cyberharcèlement. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle s'en est emparée depuis 15 ans. La colonne vertébrale du droit de l'Internet, s'il existe, c'est une loi qui s'appelle la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui a été promulguée le 21 juin 2004, oui, c'est ça, donc il y a 15 ans, et qui elle-même est une transposition d'une directive communautaire. Et la levée de l'anonymat, elle existe déjà. C'est pour ça que je suis un peu étonné par le débat d'aujourd'hui. La levée de l'anonymat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des intermédiaires techniques par lesquels on doit passer pour accéder à Internet, les fournisseurs d'accès, ce qu'on appelle les opérateurs, les hébergeurs qui fonctionnellement hébergent des contenus. Et la loi, elle dit deux choses. Elle dit la première, c'est que s'il y a un contenu manifestement illicite et qu'elles en ont connaissance, ces plateformes, elles doivent le retirer, sinon leur responsabilité est engagée. Et deuxièmement, sur réquisition judiciaire,
elles doivent effectivement communiquer les traces qu'elles ont relevées des auteurs des contenus illicites. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et il y a un petit complément quand même à faire, c'est que l'anonymat n'existe pas sur Internet, car on y laisse des traces, à l'insu de son plein gré, si on peut dire. On y laisse des traces qui vous identifient. Après, il y a une petite partie de gendarmerie de voleurs. Avec ces traces, notamment les logs, les adresses IP, qui sont des normes techniques ou des éléments techniques, on doit remonter, on doit retrouver l'auteur des contenus. Rappelez-vous cette affaire, puisqu'on parle beaucoup d'antisémitisme actuellement, du hashtag un bon juif sur Twitter, ou sur un hashtag qui avait été lancé comme ça, il y avait une déferlante de propos antisémites. La justice avait demandé, ou plutôt une association de lutte contre le racisme et l'antisémitisme avait demandé à Twitter de communiquer via la justice les données qui concernaient les auteurs de ces contenus, et Twitter avait refusé au nom de la liberté d'expression. Notre problème, ce n'est pas qu'il faut une nouvelle loi pour lever l'anonymat, ou le pseudonymat, comme vous l'avez dit. Le problème, c'est qu'il faut faire appliquer ce qui existe aujourd'hui. Et un des problèmes que nous avons, c'est que la quasi-totalité, il y a un quasi-monopole des réseaux sociaux autour de plateformes qui sont de culture américaine, si elles ne sont pas de société américaine. Et elles ont un autre droit, le free speech, le freedom of speech, la liberté d'expression. Et elles ne sont pas toujours coopératives au bon niveau, on va dire, pour être gentilles. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Alors là, vous parlez de l'opportunité pour ces plateformes de communiquer les adresses IP et in fine retrouver l'identité des personnes qui tiennent des discours de haine. C'est un délai tout ça, c'est une certaine lourdeur pour transmettre à la justice. Parce que quand on parle de ces attaques, de harcèlement, avec tout ce qu'il y a de massif, on va le revoir, hein, il est question de meutes, de groupes, de systèmes qui se propagent à une vitesse rapide et virale. Est-ce que le rythme de la justice est le bon pour mettre fin à ce harcèlement ? Alors on parle de réquisition judiciaire, ça veut dire qu'il y a des juges qui tous les jours siègent devant les principaux tribunaux de grande instance, qui reçoivent des demandes de réquisition, des requêtes ou des réquisitions de la police, qui peut d'ailleurs même le faire parfois même sans passer par un contrôle, une décision a priori, et ça s'obtient en 1 ou 2 journées. C'est vrai qu'on parlait de gendarme et de voleur, le gendarme il est toujours derrière le voleur. C'est vrai, ça on ne changera pas, c'est toujours comme ça que ça se passe. Le problème c'est qu'il manque peut-être l'exemplarité de sanctions. Hein, on est des mutants, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Twitter, je crois que c'est où votre invité a dit 2006. Nous sommes en 2019. Bon, tout ça, c'est de l'histoire quand même relativement récente. On est des mutants. On n'a pas encore véritablement certains, le mouvement des Gilets jaunes le montre, hein, ou le siège social ou le QG de ces Facebook, on sont en train d'apprendre des outils. Bon, il faut maintenant que la société s'organise pour que les abus soient sanctionnés. Il faut des sanctions pour l'exemplarité de la sanction. C'est ça peut-être qui manque aujourd'hui. Là, on parle de sanctions pour ceux qui tiennent personnellement des discours de haine. Il y a une responsabilité prévue par la loi pour ces plateformes qui les laissent, à défaut de les tenir, ces propos ? Oui, là aussi, c'est dans l'arsenal juridique, même si ce n'est pas toujours appliqué depuis 15 ans, ces plateformes-là, parce qu'elles ont connaissance, et on peut faire présumer leur connaissance si on leur notifie l'existence d'un contenu, un signalement, selon des critères qui sont déterminés. Il faut quand même dire un minimum de choses, leur permettre d'identifier des contenus, mais dès qu'elles ont connaissance, si c'est manifestement illicite, et très souvent ces propos sont manifestement illicites, elles doivent procéder au retrait, sinon leur responsabilité a été engagée. Il y a eu une sorte de deal qui a été passé au niveau de l'Europe, et qu'on a, nous, transposé en droit français. On a dit à ces plateformes, on ne va pas vous rendre responsable comme le sont, par exemple, les médias, les journaux qui vont publier dans les pages courrier des lecteurs des articles, parce qu'eux, évidemment, ils contrôlent les choses. Vous avez une responsabilité limitée, atténuée, mais en contrepartie de ça, vous devez coopérer avec la justice et vous devez répondre à toutes les réquisitions judiciaires. Et deuxièmement, vous devez retirer les contenus lorsqu'ils sont manifestement illicites. Donc, l'équilibre y est. Il n'y a pas besoin de nouveaux textes. Appliquons cela. Ayons la volonté de le faire. Dans l'affaire Twitter, un bon juif, Twitter a refusé. Ça coûte 1 an de prison et 75 000 € d'amende de ne pas répondre à une réquisition judiciaire. Qui a agi ? Qu'a fait le parquet ? Qu'a fait l'État ? Personne n'a agi. Donc appliquons ce qui existe déjà. Ça sera déjà beaucoup. Merci. On va rediscuter de l'impunité, alors là, des réseaux sociaux que vous évoquez, en tout cas de l'absence de sanctions pour les réseaux sociaux et Twitter, vous l'avez mentionné. Je vous remercie. On va en rediscuter tout à l'heure. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de l'une des victimes de la brigade du LOL dont on a parlé tout à l'heure, qui est interrogée par Roman Geyer et Thomas Barito. Elle s'appelle Florence Porcel et vous allez voir que l'on passe parfois assez facilement du cyberharcèlement au harcèlement dans la vraie vie.
Quelques-uns d'entre eux sont venus me voir sur le plateau télé d'une émission où je travaillais. Donc là, ils sont venus me voir voilà, dans la vraie vie, ce n'était plus juste Twitter. Et ça s'est terminé avec donc, le canular téléphonique. Il y a encore des traces. Voilà, je ne peux pas témoigner à 100% parce que j'ai peur des conséquences, parce qu'ils me font peur toujours. Et donc, voilà, il y aura des conséquences jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, vous l'avez entendu ce témoignage. Donc je corrige, c'est la Ligue du LOL et non pas la Brigade du LOL, je me reprends. Laure Salmona, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondatrice du collectif qui s'appelle Féministes contre le cyberharcèlement. Vous, ce qui vous fait peur, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on vient d'entendre justement. C'est l'idée que des victimes qui peuvent être anonymes en ligne soient davantage harcelées dans la vraie vie avec une levée de l'anonymat. Alors oui, il y a toujours un continuum des violences et souvent d'ailleurs les victimes peuvent soit connaître les harceleurs, c'est souvent le cas, soit quand elles ne les connaissent pas, finalement le pseudonymat qui règne sur Internet permet aussi aux victimes d'être protégées de tentatives de harcèlement, on va dire offline en fait. La vraie vie, c'est aussi Internet aujourd'hui. Oui. Donc. In real life, comme on Voilà. dit, IRL. Sur le profil, peut-être qu'on peut essayer de cibler la réponse en regardant davantage qui sont ces cyberharceleurs. Vous avez, vous, une grille de lecture ? Alors, les profils sont multiples, mais il s'agit quand même souvent de partenaires ou d'ex-partenaires, de personnes connues de la victime. Et puis aussi, et ça c'est plus dans le cadre de ce qu'on appelle le cyberharcèlement en meute, là souvent ce sont des inconnus qui effectivement profitent de l'impunité qu'ils peuvent avoir et puis aussi de la déshumanisation de la relation qui est qu'implique non seulement Internet avec la dématérialisation de la relation, mais aussi l'adhésion à des idéologies qui peuvent être sexistes, qui peuvent être racistes, qui peuvent être classistes, etc. Jean-Baptiste Delhomme l'a évoqué tout à l'heure, au début d'Internet, même ça reprend un peu ce que disait le président de la République. On avait l'impression que c'était un nouvel espace de liberté qui s'ouvrait, que les minorités en particulier pourraient en profiter pour trouver l'expression qu'elles ne trouvent pas forcément ailleurs et s'exprimer librement. Quand on regarde des cas de harcèlement en meute, et quand on regarde la Ligue du LOL en particulier, mais c'est un cas parmi d'autres, on est à côté ? Je pense qu'il y a vraiment une sorte de guerre de l'information qui fait rage aujourd'hui sur Internet et l'idée que Internet, c'est l'horizontalité, c'est l'absence de hiérarchie entre les prises de parole, c'est à mon avis une légende. Et aujourd'hui, on voit bien que la liberté d'expression sur Internet, c'est surtout la liberté d'expression des dominants. Et pas tellement celle de ce qu'on appelle les groupes minorés. Et c'est vrai que... Donc peut-être pour expliciter, qui sont les groupes minorés? Alors, sont par exemple les femmes, les personnes homosexuelles, lesbiennes, bisexuelles, trans, intersexes, etc. Ce sont les personnes handicapées. Enfin, ce sont toutes les personnes qu'on voit peu, par exemple sur les plateaux télé, et à qui on donne peu la parole. Et c'est intéressant de constater qu'à cause du cyberharcèlement, par exemple, une victime de cyberharcèlement sur 5 a fermé un compte sur un réseau social, mais ce sont aussi 40% des femmes qui s'autocensurent sur Internet de peur d'un cyberharcèlement, et c'est aussi 57% des personnes homosexuelles ou bisexuelles, par exemple. Donc on voit bien que le cyberharcèlement a un effet non seulement sur les victimes, parce que voilà, ça peut causer des troubles psychotraumatiques, ça peut faire perdre son emploi, etc., mais ça a aussi un effet sur, finalement, comment on façonne une société. Et aujourd'hui, Internet, c'est vraiment le reflet de notre société actuelle, avec on y retrouve toutes les inégalités, toutes les dominations qu'on constate dans la société aujourd'hui. Vous avez donné quelques chiffres à l'instant. C'est des chiffres qui sont issus d'une enquête Qui sont issus d'enquêtes, oui. De plusieurs enquêtes que vous avez compilées. Oui, voilà. Vous nous dites en clair que finalement c'est le reflet le cyberharcèlement est le reflet, un autre pendant du harcèlement qu'on connaît dans la vie de tous les jours au quotidien. Comment on lutte alors selon vous, si ce n'est pas en levant l'anonymat ? Eh bien, c'est un travail de fond, c'est un travail d'éducation aussi. Il faut lutter contre les inégalités. Il faut faire en sorte aujourd'hui aussi que les personnes qui sont les plus vulnérables
et aussi accès à la justice, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Porter plainte, ça coûte cher. Il faut faire, par exemple, valider par huissier les captures d'écran. Ça coûte plusieurs centaines d'euros. Parfois, les policiers refusent les plaintes en disant que c'est pas réel parce que c'est sur Internet. Et ces personnes n'ont pas forcément connaissance de leurs droits, du fait qu'on ne peut pas leur refuser de déposer une plainte, par exemple. Donc, il y a vraiment tout un travail aussi à faire pour faire cesser l'impunité sur l'accès aux droits et l'accès à la justice. Merci. On va continuer à en discuter, hein, justement, est-ce que la judiciarisation est la bonne réponse ou pas. On va continuer à en discuter, mais en attendant, on va écouter les limites qui sont déjà évoquées, alors des limites plutôt techniques, par le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi. Démocratie en ligne, zéro anonymat, il faut que les gens parlent en tant que citoyens et disent qui ils sont. Quand je joue à Fortnite ou que je suis sur un site de rencontre, si j'ai envie de m'appeler Bisounours 2020, tête d'enclume, heureusement que j'ai le droit d'avoir mon compte comme je le souhaite. Et puis, vous savez, techniquement, il est impossible d'imposer aux personnes de donner une pièce d'identité pour aller sur Internet en général. Voilà, vous avez entendu le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi. Alors, on va continuer à discuter cette question de l'anonymat sur Internet et surtout des raisons et des racines du cyberharcèlement. Mais avant, je voudrais d'abord vous montrer un chiffre qui est assez éloquent, qui est issu d'un sondage IFOP pour France Info et publié le 15 février dernier, qui concerne les 18-24 ans. 22% d'entre eux disent avoir été la cible de harcèlement en ligne. C'est un chiffre qu'on peut comparer avec un autre chiffre pour l'ensemble des majeurs, des adultes en France. Seuls 8%, vous voyez la comparaison. Et alors, on peut également évoquer les insultes où la même différence de proportion est notable. Est-ce qu'on doit se préparer à avoir des générations de plus en plus marquées par le cyberharcèlement? Est-ce que ça va se normaliser? Je ne sais pas qui d'entre vous, peut-être Jean-Baptiste Delhomme, vous avez l'impression que ce phénomène va crescendo, simplement, il est inéluctable? Moi, déjà, pour rebondir sur ce chiffre, on peut se dire que, de par leur socialisation, les jeunes sont effectivement plus exposés en ligne. Il y a aussi tout un apprentissage qui se fait sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faut à un moment comprendre, c'est un apprentissage que chacun fait, il faut comprendre quelles sont les informations que l'on souhaite effectivement divulguer sur soi et lesquelles sont celles que l'on préfère ne pas afficher en ligne. Donc à mon avis, il y a aussi cette distinction qui rentre là-dedans. Et puis voilà, il y a aussi un phénomène qui était abordé tout à l'heure, qui était celui du sentiment d'impunité qui peut exister à cause de la dissociation entre d'un côté ce qui se passe dans le monde virtuel et ce qui se passe dans la vie réelle. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette distinction qu'on a fait pendant longtemps, elle n'est plus forcément opérante, qu'il y a une forme de continuum effectivement qui existe. C'est-à-dire que la violence dans la vie réelle transparaît et est transposée sur les réseaux sociaux, et que la violence que l'on trouve sur les réseaux sociaux passe de la même manière dans le monde réel. Donc il y a aussi un sujet d'éducation qui doit être fait par rapport à cette problématique, qui doit être fait pour expliquer dès le plus jeune âge qu'il n'y a pas d'impunité sur ce qui est fait en ligne, que ce qui est fait a des conséquences réelles et qu'on ne peut pas plaider le fait que, en quelque sorte, c'est une sorte de cour de récréation dans laquelle chacun pourrait dire ce qu'il veut, pourrait agir en dehors des limites de la loi. Alors, vous parlez de cours de récréation, j'en profite. Peut-être qu'on va vous montrer un tweet qui est issu de Vincent Glas, donc c'est le créateur de la Ligue du LOL. Qui s'est exprimé, donc qui, comme de nombreux membres, a fait son mea culpa. Je vous laisse le lire, mais vous voyez qu'il est question de bac à sable, de grandes cours de récré, et qu'une certaine naïveté, en tout cas affichée, il découvre que finalement, sur Internet, sur les réseaux sociaux, on n'est pas dans une cour de récré. Olivier Théanoux, ça veut dire que on peut, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien Twitter, qui est une des figures de proue, et c'est dans ce sens-là où ça a beaucoup choqué cette histoire de Ligue du LOL. C'est-à-dire que la règle, la loi qu'on a évoquée tout à l'heure, elle n'est jamais rappelée sur Twitter. C'est-à-dire que, on ne peut pas être qu'en France lorsqu'on est sur Twitter. Je pense qu'aussi, il y a, je l'ai rappelé, si les Chinois avaient fait Twitter, ils ne l'auraient pas fait comme Twitter s'est fait. Si les Français avaient fait Twitter, on serait peut-être plus proche du Minitel, avec un intermédiaire technique qui contrôle. Là, on est sur un outil, la technologie n'est pas neutre, qui a été fabriqué, construit par les Américains, sans le souci, finalement, de contrôle a priori des contenus. La cour de récréation, elle existe aux États-Unis.
en tout cas en théorie, il y aura peut-être beaucoup de choses à dire, mais en théorie, tout peut à peu près se dire, et c'est comme ça. Mais derrière, attention, si on va vraiment très très loin aux États-Unis, les sanctions sont là, et la loi s'applique. Hein. Nous avons une croyance en France depuis 1881, à savoir qu'une parole publique, d'abord, elle vient d'une pensée, elle est la transition entre la pensée et l'acte. À partir du moment où on s'exprime publiquement, vous-même, vos interlocuteurs, votre audience, a une potentialité, en vous entendant, dans votre expression, de passer à l'acte. Et c'est pour ça qu'on sanctionne. Et encore une fois, mais moi vous dites qu'on sanctionne. On sanctionne dans quelle mesure aujourd'hui ? Pour une sanction, combien de messages racistes, antisémites, homophobes, grossophobes, de harcèlement en meute ont lieu ? Le problème est là. Dans la Ligue du LOL, je crois que tous les auteurs de contenu sont connus maintenant, il me semble. Et donc, les poursuites vont s'engager. Il y a prescription dans leur cas. Alors, les seules sanctions qu'ils ont vécues pour l'instant sont des mises à pied de leurs employeurs. Donc, il y a quand même un problème, justement, quand je vous parlais de délai. Oui. Ça, c'est encore autre chose. La prescription, c'est encore autre chose. Mais ils sont connus. Donc, potentiellement, à la date où ils se sont exprimés, ils auraient pu être poursuivis très simplement. Ils auraient été sanctionnés. Madame Diallo, qui avait été victime aussi, Rokhaya Diallo, je crois, d'un appel au viol, il me semble, son auteur a été sanctionné au tribunal et je pense que pour lui, le message est passé. Donc tout ça, c'est long. Il faut avoir les nerfs, il faut que nos hommes politiques aussi et nos femmes politiques aient les nerfs et la volonté, donnent un peu de moyens. C'est ça, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de problème de fond dans la législation. Contrairement à ce qu'on dit un peu partout, il y a simplement un problème de volonté et peut-être de moyens. Mais est-ce qu'on ne devrait pas davantage passer par les plateformes ? Parce que là, vous parlez de victimes qui, dans leur témoignage, évoquent souvent un inconfort, un sentiment de précarité. C'était des jeunes journalistes, des blogueuses qui ont affirmé qu'elles ne se sentaient pas en mesure d'affronter et d'aller en justice. Elles y ont pensé, dans certains témoignages, on l'entend. Est-ce que ça ne veut pas dire d'une certaine façon que la police, avec des guillemets, doit se faire d'abord sur les réseaux et que les signalements doivent donner autre chose ? Peut-être, Laure Salmona, que vous avez un mot à me dire là-dessus. Alors, je pense que c'est une question compliquée de savoir si on donne aussi aux plateformes la possibilité de décider ce qu'on peut faire sur la plateforme ou pas. Vous, par exemple, vous conseillez à quelqu'un qui est témoin ou victime de harcèlement en ligne de signaler quand même. Il y a une efficacité selon vous ? Alors, l'efficacité, elle est toute relative. Et je pense que justement, l'exigence de transparence, elle doit pas tant se faire auprès des personnes sur la question de l'anonymat ou du pseudonymat, mais plus auprès des plateformes sur la manière dont la modération est faite. Parce que quand il y a des testings, on voit bien que des contenus qui sont des contenus manifestement illicites ne sont pas supprimés. Et on peut se demander finalement quels moyens sont mis au niveau de la modération et comment les plateformes vont assurer sans craquer le fait qu'il y ait de plus en plus de contenu posté sur leur plateforme et le fait qu'il y ait de plus en plus besoin de modération et aussi se demander de quelle façon est sous-traitée cette modération, dans quelles conditions. Et ça pose énormément de questions et c'est, je pense, une question très importante aussi pour faire reculer les discours de haine sur Internet. Mais alors, je reviens sur la question du signalement. Peut-être que vous voulez réagir, Oui, Olivier Cano. ce qui est très important, ça. Le premier interlocuteur, c'est la plateforme. Oui. Même pour la victime. Elle a deux choses à leur demander. D'abord, le retrait des contenus, elle le peut. Et si c'est manifestement illicite, ils le doivent. Alors, c'est vrai que ce débat a eu lieu il y a quelques années, il y a 15 ans. Est-ce qu'il faut faire des plateformes de la police des contenus ? Avec le recul maintenant, 15 ans après, moi je dis oui. Oui, parce que le système judiciaire va être submergé. Vous l'avez dit, c'est long, c'est coûteux, va être submergé. Et quand c'est manifestement illicite, un Conseil constitutionnel français a dit qu'il faut que ce soit manifestement. Il a ajouté l'adverbe. Ce n'est pas que illicite, manifestement illicite. Il faut donc la victime peut demander le retrait à la plateforme. Ensuite, elle peut demander l'identification de l'auteur. Là, ça passe par une acquisition judiciaire. Mais c'est deux choses simples qui peuvent être faites par une victime. Jean-Baptiste Delhomme, vous pensez aussi que finalement il faut s'appuyer davantage, contraindre davantage les plateformes à anticiper, à agir plus vite ? Alors oui, effectivement, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des contenus qui sont postés et qui sont manifestement illicites, effectivement, ça requiert une action rapide de la plateforme. Ceci dit, à ce sujet-là, je pense qu'il faut garder deux choses en tête. La première, c'est que
il y a un très grand nombre de messages qui sont publiés à chaque instant, donc une modération à la main est très complexe. Donc on peut imaginer de recourir à 2 types de solutions techniques. La première, ça consisterait à passer par des technologies du type intelligence artificielle, qui aujourd'hui malheureusement ne sont pas très au point, c'est-à-dire que c'est très difficile pour une intelligence artificielle de faire par exemple la distinction entre ce qui relève de l'humour, du sarcasme, de la blague entre amis et ce qui relève véritablement du harcèlement, du contenu agressif. Par ailleurs, ces intelligences artificielles, quoi qu'il en soit, elles sont programmées par des personnes qui sont généralement des ingénieurs, qui vivent dans la Silicon Valley, qui ont plutôt telle orientation politique, qui ont plutôt tel profil. Et on sait qu'à partir de ce moment-là, ces technologies, elles ne sont pas exemptes de biais. C'est un certain nombre de sociologues, par exemple Antonio Casilli, qui montre très bien que parfois ces technologies, on ne peut pas considérer qu'elles sont neutres. Ça pose aussi une question en termes de si l'on se base sur les signalements individuels, on peut aussi très bien imaginer qu'il y ait des groupes de harceleurs qui, par exemple, font ce qui peut arriver, des campagnes de ciblement, enfin des campagnes de signalement contre certains types de contenus, histoire de faire taire certaines voix sur le réseau social. Donc, effectivement, il y a une responsabilité plus grande des plateformes qui doit être mise en avant, mais il y a encore ces problématiques-là. Et pour vous citer un dernier exemple, parce qu'aujourd'hui Facebook avait beaucoup mis en avant ces solutions technologiques pour régler le problème de la modération, mais depuis quelques années, on sait qu'en réalité, c'est sous-traité à des usines, à des formes d'usines de modération qui sont situées dans des pays pauvres comme aux Philippines, où il y a également des biais culturels qui s'appliquent, c'est-à-dire que par exemple, lorsque vous publiez une image de la Vénus de Milo, pour vous, c'est une œuvre d'art, ça peut très bien être sanctionné par ces modérateurs comme étant une image à caractère sexuellement explicite. Oui, on retombe sur ce que vous évoquez un peu, sur le caractère culturel de l'offense. Mais avant qu'on continue à poursuivre cette discussion, une question qui nous est posée par des internautes et en particulier, on va peut-être remettre au point, GHR nous demande si on est réellement anonyme avec l'adresse IP. Alors on l'a déjà évoqué, mais peut-être faire une mise au point. On l'est pendant un moment, en tout cas, jusqu'à ce qu'on soit... Oui, l'adresse IP, elle va désigner un prestataire qui a attribué cette adresse, soit parce qu'il a ouvert une session, soit parce qu'il l'a attribuée de manière fixe à une personne qu'il a a priori identifiée. Donc, cette adresse IP, d'abord, ça correspond à des annuaires publics, ce qu'on appelle les WHOIS, qui peuvent nous permettre de savoir de quel prestataire il s'agit. Et si c'est un prestataire français, normalement, il a identifié la personne à qui il a attribué cette adresse. Et donc on peut, c'est ce que je disais tout à l'heure, la partie de gendarme et de voleur, on peut obtenir très facilement, rapidement, une réquisition judiciaire pour obtenir de ce prestataire qu'il donne l'identité de la personne à qui. Mais je voudrais simplement dire une chose, les plateformes, ce n'est pas des services publics, ce sont des sociétés privées. Et les 3 grandes plateformes, c'est qui ? C'est Twitter, Facebook et YouTube, on va dire en gros, donc des plateformes américaines. Elles doivent mettre, comme ça a été dit, des modérateurs pour retirer les contenus manifestement licites. Elles ne le feront pas de plein gré, parce que ça a un coût. Ça a un coût important. Et moi, j'ai découvert, lors d'un dernier livre que j'ai écrit qui s'appelait « Quand le digital défie l'état de droit », que lorsque vous vous prévalez d'un contenu illicite qui concerne le droit d'auteur, une vidéo, une photo, où là, il y a des ayants droit, il y a des producteurs qui ont agi aux États-Unis pour faire condamner ces plateformes, là, la réaction, elle est assez immédiate. Les contenus sont retirés. Mais lorsqu'on est sur des contenus diffamation, injures, qui ne sont pas connus aux États-Unis, et finalement, le risque pour eux n'est pas très important, là, effectivement, on est dans une boîte noire, et ça peut ressortir, ça peut ne pas ressortir, et les résultats sont très décevants. Donc c'est un rapport de force qu'il faut établir avec eux. Et c'est ça le rôle du politique, d'établir un rapport de force pour le bien général. C'est ça qu'on demande aux politiques aujourd'hui. Alors justement, sur cette difficulté à identifier et caractériser ce qui relève du harcèlement et qui n'est pas forcément de l'insulte, le harcèlement, j'aimerais que vous peut-être nous en disiez plus là-dessus. On peut être harcelé sans avoir été victime d'une insulte qui est directement homophobe, raciste, antisémite. Ça peut se passer autrement. Oui, bien sûr. Enfin, ce qui caractérise le harcèlement, c'est la répétition des agissements. Et du coup, il suffit de plusieurs agissements qui visent à intimider ou créer un climat menaçant pour la victime. Donc ça peut être vaste, après il faut réussir à le qualifier. Et puis depuis 2018, le cyberharcèlement en meute est également puni, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 10, 20, voire 1000 personnes qui postent chacune un message
qui peut être une injure ou qui peut ne pas rentrer justement, ne pas être considéré comme une infraction au départ, mais le fait de ne pas ignorer qu'il y a une répétition de ces agissements fait qu'on peut être condamné pour harcèlement, même si il n'y a une goutte d'eau dans l'océan de harcèlement. Qu'un seul message. Je vous propose qu'on regarde rapidement, puisqu'on arrive bientôt au terme de l'émission, un panneau qui va nous montrer les motifs de harcèlement, puisque il y a l'insulte, mais voilà, c'est une étude qui a été menée par le Centre Hubertine Auclair, et sur le motif d'insulte sur les réseaux sociaux, on le voit, c'est un rejoint ce que vous disiez, Laure, chez les femmes, c'est l'apparence physique, et chez les hommes, c'est l'accusation, enfin ce qui se veut une insulte en homosexualité. Donc on a quand même, indépendamment du côté massif, des traits caractéristiques qui font apparaître ce qu'on vise, un aspect souvent physique ou réputé d'orientation sexuelle ou de couleur de peau. C'est ça qu'on retrouve malgré tout ? Oui, il y a vraiment cette volonté aussi, c'est-à-dire on va dire réellement, de punir les personnes qui vont déroger à des normes, qui vont faire entendre des voix dissonantes, qui vont peut-être réclamer plus de droits. Et donc, c'est aussi une guerre de prise de parole où on va faire en sorte de non seulement faire taire les personnes qui appartiennent à des groupes minorés, mais aussi de les renvoyer à tous les stéréotypes qui permettent de les disqualifier. Par exemple, une femme politique, on va la renvoyer à son apparence physique en permanence ou à sa sexualité pour ne pas finalement la laisser s'exprimer sur des sujets sur lesquels elle peut être experte en tant que femme politique. Merci, c'est malheureusement le terme. Donc on va devoir mettre fin à cette émission, mais on l'a compris, qu'il y a la tyrannie de la majorité à craindre et puis la loi qui doit, elle, encore investir ce champ numérique. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission des décrypteurs. Je vous remercie également à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que d'autres rendez-vous ont lieu sur Figaro Live aujourd'hui. D'abord, à midi, le talk d'Yves Tréhard qui reçoit François-Xavier Bellamy, tête de liste aux Européennes pour le parti Les Républicains. À 13h30, la Champions League de Renaud Toffier, où il sera question des mondiaux de ski, et puis de Lyon qui affronte mardi Barcelone en 8e des finales de la Ligue des Champions. 17h, Point de vue, Guillaume Roquette revient avec ses invités sur l'actualité du jour. Et puis enfin, ce soir à 19h, audition publique qui reçoit Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je vous souhaite une très belle journée.